Bonsoir à toutes et à tous. Je propose qu'on commence à cette conférence ce soir qui est consacrée à la passionnante thématique de l'eau. Bienvenue à vous, bienvenue également aux personnes qui nous suivent en ligne. Vous aurez aussi l'occasion de poser des questions. Nous consacrons ce soir à cette thématique de l'eau, particulièrement aux cours d'eau dans les quartiers, qui est un enjeu crucial, qui va être de plus en plus présent aussi ces prochaines années. Comment est-ce que notre rapport à l'or bleu s'est-il développé en ville? Comment est-ce que cela va changer? Comment ça change déjà avec le dérèglement climatique? Nous avons, pour en parler, messieurs Tristan Brochely, bonjour, bonsoir, et monsieur Raphaël Marclet. Bonsoir, et puis nous aurons une brève introduction tout d'abord de la co-syndic Carmen Tanner qui est en charge de la culture, de l'urbanisme et de la durabilité en ville d'Yverdon, qui viendra tout à l'heure ici, j'inviterai à présenter le contexte yverdonois. Et je vous présente aussi nos deux intervenants. Donc, monsieur Tristan Brochely, vous êtes professeur en gestion intégrée de l'eau à la HEIG depuis octobre 2024, vous développez des projets de recherche appliquée sur les impacts des changements climatiques sur l'environnement, principalement les îlots de chaleur et les ressources en eau, et vous enseignez aussi à la filière génie territorial. Exactement. Vous avez aussi travaillé au CREALP, donc en Valais, qui est le centre de recherche sur l'environnement alpin, qui est basé à Sion. Vous avez travaillé aussi dans le secteur de l'hydroélectricité auparavant et vous êtes spécialiste de la neige et de l'hydrologie alpine, donc sujet auquel vous avez consacré une thèse à l'EPFL. Vous avez été également à l'ETHZ, vous êtes formé dans le domaine des sciences de l'atmosphère et du climat. Monsieur Raphaël Marclet, donc, vous êtes directeur général du CREALP dont nous avons parlé depuis novembre 2023. Donc, il y a une fondation spécialisée dans le domaine des dangers naturels, de la gestion des ressources en eau. Vous développez des outils, des plateformes sur le web pour gérer les données environnementales. Et vous siégez aussi à l'exécutif de la ville de Sion. Vous êtes en charge des travaux publics et de l'environnement, justement. Vous êtes formé en sciences économiques à la HEC, donc vous n'êtes pas du tout dans le domaine de l'eau à la base. Vous êtes expert comptable. Et vous avez appris à nager ensuite dans ce passionnant domaine. Et vous allez nous parler de l'exemple de la ville de Sion, du fleuve qui la traverse, ses apports, tous les défis aussi que ça représente. On a vu notamment l'année passée avec des événements climatiques parfois extrêmes. Je passe la parole déjà à madame Carmen Tanner. Merci très volontiers. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, un petit mot pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette conférence autour des cours d'eau dans les quartiers. Une conférence, comme il a été dit, organisée par le service de l'urbanisme de la ville d'Yverdon-les-Bains, en collaboration avec la HEIGVD, dont nous avons deux représentants ici présents que je remercie, et puis aussi le journal du Courrier qui nous épaule aussi dans ces cycles de conférences. Alors, juste un petit mot personnel. Moi, pendant très longtemps, pendant une bonne partie de ma vie, je voyais les cours d'eau, les rivières, comme un potentiel de kilowattheure. Je suis fille d'un électricien et nous passait nos vacances à aller visiter les centrales hydroélectriques, beaucoup au Valais, bien évidemment, mais j'arrivais à un moment donné à savoir le nombre de kilowattheures par débit, ce qui est un peu flippant quand on y pense, mais dans tous les cas, maintenant le défi, il est bien évidemment ailleurs. C'est un défi, ces cours d'eau dans les quartiers, c'est aussi une opportunité, parce qu'à quelque part, on doit répondre à plusieurs questions. La revitalisation des cours d'eau, la préservation écologique, la qualité de vie et bien évidemment la planification urbaine avec l'eau qui nous entoure. Et à Yverdon-les-Bains, c'est encore plus un enjeu que cela, c'est une nécessité parce qu'à quelque part on porte cette destinée de lien avec l'eau dans notre nom. Je ne vous apprends rien, mais aussi parce que notre situation géographique fait que nous devons vivre avec elle depuis des millénaires. Les 4 rivières qui sont là, le lac bien évidemment, mais aussi cette plaine anciennement marécageuse qui nous fait des fois un peu peur avec des inondations comme en 2021 qui nous a fait des sueurs froides. Tout ça pour vous dire que c'est une situation avec laquelle nous vivons avec et nous développons des projets avec.
comme par exemple actuellement le réaménagement de la plage, des nouvelles infrastructures à la plage, des voies de mobilité douce le long des canaux, c'est une opportunité clairement, et puis aussi la revitalisation des canaux aussi. Alors c'est important pour nous à Yverdon-les-Bains, cette thématique, c'est une nécessité de construire aussi une culture collective, des expériences aussi qui nous nourrissent pour toujours avoir des projets toujours plus consciemment construits, d'où cette thématique de conférence ce soir. Merci déjà de cet intérêt pour cette thématique importante pour nous, mais aussi un grand merci aux intervenants qui nous nourriront ce soir. Pour finir, juste quelques petits mots techniques, quelques informations techniques. La conférence est enregistrée, elle est diffusée même en live. Si jamais pour les personnes qui nous suivent en direct derrière leur écran, vous aurez la possibilité, vous aussi, de poser des questions en toute fin de séance après les présentations. Nous prendrons les questions à ce moment-là. Ces questions-là, comme vos micros sont coupés, vous pouvez les poser via le chat, nous les reformulerons. Et bien évidemment, vous aussi, dans le public, vous pourrez poser vos questions là en live. Et puis, vous dire encore que ces vidéos seront diffusées et regardables encore et encore sur le site de la ville d'Yverdon-les-Bains. Voilà, merci de votre attention et je cède la parole à vous. Merci bien. Oui, on va céder la parole à Monsieur Brochli pour commencer. Donc, il y aura 2 présentations de 20 minutes chacun et le but, c'est que ce soit aussi vraiment participatif. Donc, après les présentations, on compte sur vous pour poser toutes les questions que vous voulez aux intervenants sur leur présentation ou bien à Madame Tanner, si ça concerne plus précisément la ville d'Yverdon-les-Bains, elle sera aussi là pour répondre à vos questions. Bonne présentation. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour l'accueil. Donc, comme ça a été dit, je vais essayer de faire une présentation assez vulgarisée, mais essayer d'expliquer un peu comment on est arrivé en fait, à la situation actuelle, avec les cours d'eau et la relation entre les villes et les cours d'eau, entre les villes et les plans d'eau et l'eau en général. Je trouve toujours intéressant de faire un petit retour un peu sur l'histoire pour essayer de comprendre en fait comment on est arrivé à la situation actuelle. Là, vous avez un plan de la ville de Lausanne en 1674. En fait, la plupart des villes en Suisse et dans le monde se sont développées, on va dire, à proximité de l'eau. La ville de Lausanne est un bon exemple. Elle est non seulement au bord du Léman, mais elle est aussi entourée par plusieurs cours d'eau. Alors, il y a la Louve, il y a le Flon qui traverse la ville, qui se réunissent et qui s'écoulent dans la vallée du Flon. Et cette eau, ces cours d'eau avaient déjà une importance en fait dans le développement, forcément pour tout ce qui est agriculture, d'avoir de l'eau à disposition, c'est toujours très important, mais aussi de l'eau potable, de l'eau pour les habitations, pour les gens. Et puis à l'époque, c'était aussi une source d'énergie, tout bêtement. On le voit là sur le bas de l'image, sur le Flon, on avait des moulins en fait qui étaient tout le long de la rivière et qui servaient à plein d'activités économiques à l'époque qui étaient nécessaires. Donc on voit que déjà, voilà, l'eau à l'époque était déjà très importante. Un autre exemple, puisqu'on est à Yverdon, prenons un peu une image historique de la ville. Donc ça, c'est un plan qui date de 1714. Qui a été fait par les Bernois à l'époque. Et puis, on voit alors les nombreuses rivières qui traversent la ville, donc aussi les questions de défense, de protection. On connaît tous les châteaux forts, on se trouve dans le château d'Yverdon, donc voilà, la défense avec l'eau, c'est important. Et les Bernois à l'époque, en fait, avaient proposé de construire des digues, en fait, pour protéger la ville et puis inonder les alentours. Donc là, on voit sur la droite, dans la région de Grandson, en fait, un grand marais, et ils proposaient de défendre la ville en inondant en fait les alentours de la ville. Donc là, c'est un autre rapport à l'eau. C'est peut-être un peu moins une vision un peu moins positive, mais voilà, ça a servi aussi à ça. Et puis, on peut penser à toutes les activités liées au lac, la pêche, le transport lacustre. C'est vrai qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile de transporter des marchandises sur un bateau, une barque, plutôt que de le tirer sur une charrette ou comme ça. Donc, il y avait plein d'applications en fait, pour se faciliter la vie grâce à l'eau. Si on avance un peu dans le temps, là on est
retour à Lausanne, la place de la Palue, que je pense la plupart d'entre vous connaissent. En fait, il faut aussi imaginer qu'au XIXe siècle, il n'y avait pas d'eau potable dans les maisons, il n'y avait pas d'eau courante dans les maisons. Donc, les fontaines, les points d'eau, on va dire, dans les villes, étaient vraiment des lieux de vie, des lieux importants pour déjà avoir de l'eau, simplement, mais aussi pour l'activité économique, les rencontres sociales et comme ça. Et puis, donc, il faut vraiment voir dans l'histoire que les points d'eau avaient une importance vitale pour ces villes. Et puis là, petite anecdote, Palue, ça vient d'un terme en fait ancien qui voulait dire marais, donc c'est une ancienne zone marécageuse. Et puis, c'est la même racine que le paludisme en fait. Et puis à l'époque, à Lausanne, il y avait des problèmes de paludisme, donc des maladies qui sont liées à l'eau en partie, donc aux moustiques et comme ça. Et donc, on voit que tout est lié, les questions sanitaires, les questions de vie, d'économie, tout est lié vraiment à l'eau. Et puis, si on continue sur ces questions justement d'épidémie et de maladies, en fait, à l'époque, dans les villes, il n'y avait pas de réseau d'égouts, il n'y avait pas de gestion des déchets comme on a aujourd'hui, où il y a un camion poubelle qui ramasse les poubelles chaque semaine. En fait, c'était les cours d'eau qui jouaient ce rôle en fait, d'égout à ciel ouvert et d'évacuateurs de déchets, on va dire. Alors, ce n'étaient pas les mêmes déchets qu'aujourd'hui, c'était plutôt des déchets organiques, mais il faut se rendre compte qu'on jetait tout en fait, dans l'eau et du coup, ça l'évacuait d'une manière plus ou moins efficace. Donc là, on a une image de la Birsig à Bâle, et puis c'est vrai que c'est une image qu'on n'imaginerait pas forcément en Suisse, mais voilà, fin du 19e siècle à Bâle, on avait des images comme ça, avec en fait l'eau qui est aussi devenue un vecteur de maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 19e siècle, il y a eu des grandes épidémies de typhus, de choléra en Europe, qui sont des maladies en fait, qui sont véhiculées par l'eau. Et donc, en fait, on a eu ce problème, tout d'un coup, les rivières sont devenues une sorte de problème en ville, puisque c'était aussi une source de maladies, de morts, et donc dangereuse. Et puis, un peu à cette même période, il y a eu cette urbanisation, les grandes constructions qui ont été faites. Là, on est de retour à Lausanne, dans le quartier du Flon. Donc, il y a eu cette urbanisation, puis c'est à ce moment-là qu'on s'est dit il faudrait se protéger de l'eau, alors sous différentes formes, on va dire. Déjà des inondations, tout bêtement, quand les fleuves sortent ou les rivières sortent de leur lit et inondent, ça fait des dégâts. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième, c'était aussi de se protéger justement de ces maladies. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, en fait ? On a commencé à remblayer, à mettre sous toit, dans une voûte, par exemple, à Le Flon. Et du coup, on s'est un peu coupé de l'eau, en fait. La ville s'est un peu protégée de l'eau. Du coup, on a eu un peu un changement de paradigme et puis, du coup, moins de relations avec les cours d'eau, les zones lacustres et comme ça, à cette période-là, en fait. C'était aussi une question de progrès. Du coup, le Flon à Lausanne est devenu, en fait, le premier réseau d'égouts de la ville. Alors, partiellement naturel, partiellement anthropique, mais ça a permis d'évacuer les eaux usées de la ville de manière assez efficace, grâce aussi à la gravité. Si on regarde un peu à une échelle un peu plus large, c'était aussi la période en fait, des grandes corrections fluviales qu'on a connues en Suisse. Alors là, j'ai mis l'exemple du Rhône, mais on a eu la même chose sur le Rhin, par exemple, où en fait, on partait de plaines justement marécageuses avec des lits ou des fleuves qui divaguaient dans les plaines. Et en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est à les canaliser, à les contrôler pour se protéger d'un côté des dangers de l'eau, des inondations, et puis aussi et surtout pour gagner en terres agricoles. Donc on a drainé les terres, on a évacué l'eau en fait pour avoir des terres agricoles. C'est ce qui s'est passé dans la plaine du Rhône en Valais. C'est aussi ce qui s'est passé ici dans la région des Trois-Lacs, avec justement la correction des eaux du pied du Jura. Et puis la plaine de l'Orme, c'est exactement la même chose. C'était à la base des tourbières, des marais, et donc tout a été drainé. On a construit ces canaux pour évacuer l'eau, abaisser la nappe et pouvoir cultiver. Donc on voit, il y a vraiment des évolutions qui ont été assez conséquentes au niveau suisse, et puis qui ont eu aussi un impact justement sur
on va dire, l'eau dans les villes en général. Si on avance encore un petit peu, début du XXe siècle, on a eu le développement, alors là, un peu des loisirs, on va dire, liés à l'eau. La photo d'en bas, c'est la région de Bellerive, donc c'était pas encore la piscine, j'allais dire la piscine, mais c'est pas encore la piscine, c'est le lac Léman, mais dans les années 40, donc on voit qu'il y a un usage récréatif de l'eau qui s'est fait. Et puis l'image du haut, en fait, c'est le chantier de l'Expo nationale de 1964, qui a été comblé en bonne partie sur le Léman, où on a gagné de la place, on a gagné du terrain sur le lac, pour, en fait, alors là, c'était l'exposition nationale, mais c'est vrai que c'est un lieu de détente qui est resté et qui existe toujours aujourd'hui à Lausanne. Donc on voit que, voilà, il y a des choses qui ont évolué, on a une autre approche aussi avec l'eau dans le temps, mais une des contreparties, c'est aussi, voilà, la Suisse s'est beaucoup développée, elle est passée de quelques millions d'habitants à, je crois, 6 millions dans les années 60. Il y a eu une explosion démographique, mais aussi une explosion de la pollution, en fait, qui en a découlé. Là, c'est une photo à Neuchâtel en 1964, où cette pauvre dame a l'air de vouloir aller se baigner, mais malheureusement, en fait, la qualité de l'eau à l'époque ne permettait simplement pas d'aller se baigner. C'était vraiment catastrophique au niveau sanitaire. Il y avait des choses horribles qui flottaient, il y avait des animaux morts et tout. C'était vraiment un problème assez important. Et puis ça correspond aussi à une prise de conscience au niveau législatif, et comme ça, c'est de là qu'il y a vraiment eu des choses qui ont été faites, et notamment voilà, tout ce qui est traitement, épuration des eaux. En fait, les grandes steppes en Suisse ont été construites dans les années 50, 60, ça a été fait petit à petit, mais là, l'exemple de la steppe de Vidi, qui a été mise en service en 1964, en même temps que l'exposition nationale. Voilà, on voit qu'il y a eu un développement, et puis il y a eu une prise de conscience qu'il fallait aussi améliorer, on va dire, la protection et ces questions liées à l'eau et justement à la préservation de l'environnement. Et puis, si on vient jusqu'à nos jours, on fait un petit saut encore, on voit que en fait, la protection ou les lois qui ont été mises en place, elles ont été efficaces. Cette image, pour vous, elle paraît normale. Tout le monde a déjà vu les gens qui se baignent dans l'Ar, dans la Limate ou dans le Rhône à Genève. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui envient la qualité de l'eau qu'on a en Suisse, de pouvoir se baigner dans les fleuves, dans nos villes. Et puis, on peut être que reconnaissant en fait de tous les efforts qui ont été faits dans le passé pour arriver à une qualité de l'eau pareille, et d'avoir de nouveau justement la possibilité d'aménager nos villes autour des cours d'eau. Maintenant, si je viens à une partie un tout petit peu plus technique, c'est la seule figure un poil plus complexe de ma présentation. J'ai essayé vraiment de vulgariser, de mettre plutôt des images pour expliquer le contexte, mais là c'est un tout petit peu plus technique. En fait, c'est juste pour vous expliquer quel est l'impact de l'urbanisation sur le cycle de l'eau. Donc, dans un cycle, on va dire, naturel, on a la pluie qui tombe du ciel, qui va être interceptée par les arbres. Il y a une partie qui va ruisseler en surface, et puis une bonne partie qui va s'infiltrer dans les sols et qui va rejoindre la nappe phréatique. Ça, c'est situation naturelle. Dès qu'on a un milieu urbanisé, on va dire, on aura la même pluie qui va tomber, on va avoir déjà un peu moins de végétation, des surfaces imperméables au sol, donc qui va réduire l'infiltration, et puis du coup on va avoir un ruissellement qui est beaucoup plus fort. Puis ça se traduit en fait par la réponse au niveau des débits, donc qu'on a sur la droite, c'est le débit qu'on aurait dans une rivière. Donc dans une rivière naturelle, on aura une réponse relativement lisse, assez faible, alors que dès qu'on urbanise la même région, en fait, on aura une réaction qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte. Et puis ça, c'est un problème parce que, en fait, on va créer des crues, ce qu'on appelle des crues éclairs, en fait, en milieu urbain, quand il pleut sur la ville. Et puis c'est exactement ce qu'on a eu ces dernières années. Alors là, je vais montrer l'exemple de l'orage de juin 2018 à Lausanne, mais à peu près toutes les villes de Suisse romande ont eu son orage dans les 7-8 dernières années. Il y a eu Sion, il y a eu Genève, il y a eu dans le canton de Neuchâtel. Donc il y a vraiment eu, c'est une thématique qui est vraiment un peu partout. Et puis là, c'est la gare de Lausanne. On voit que les infrastructures ne sont pas du tout faites pour absorber ce genre d'événements. Et là, en fait, c'est simplement un orage qui passe sur la ville.
l'eau elle ruisselle en ville, et puis avec la gravité, ça descend. Et puis là, c'est la gare de Lausanne qui a été inondée. Hein. Vous imaginez bien que les escalators ils fonctionnent nettement moins bien avec de l'eau dedans. On a des infrastructures en fait qui ne sont pas adaptées à ce genre d'événement. Là, c'est justement la vallée du Flon, alors pas la rivière, hein, mais la vallée du Flon aujourd'hui, avec 15-20 cm d'eau après l'orage. Donc c'est vraiment des problématiques qui sont concrètes et qu'on va devoir apprendre à gérer à l'avenir. Justement, à l'avenir, qu'est-ce qui nous attend en fait avec les changements climatiques? J'aime bien toujours dire les changements parce que ce n'est pas un changement, il n'y a pas une chose qui va changer, mais il y a plusieurs choses qui vont changer. On va avoir forcément des étés plus chauds, ça c'est une certitude, des canicules. Alors là, on n'est pas tout à fait dans le domaine de l'eau, mais on verra que ça a quand même son importance. Et puis surtout, on a une intensification du cycle de l'eau, donc une intensification des pluies potentiellement. Et puis, justement, une augmentation de la fréquence de ces événements. Donc, des orages, comme on a vu en 2018, à l'avenir, on en aura plus. Donc, il faut aussi que nos villes, elles deviennent, ou nos quartiers deviennent plus résilients à ce genre d'événements. Et puis, comment on va y arriver? En fait, cette illustration, je l'aime bien parce que ça montre un peu comment fonctionne une ville de manière très caricaturale. Mais tout à gauche, vous avez en fait l'entonnoir. Hein, c'est comment fonctionne une ville classique imperméable, on va dire. Donc, on met toute l'eau au même endroit et puis on la sort par un petit tube et puis il y a beaucoup d'eau qui sort. Et puis le but en fait maintenant c'est de passer à ce qu'on appelle la ville éponge en fait, donc d'avoir une structure qui absorbe beaucoup plus d'eau, qui est beaucoup plus verte, avec de la rétention, avec des surfaces vertes qui vont absorber de l'eau, une infiltration aussi plus importante, éviter d'avoir du ruissellement mais infiltrer les eaux. Pour en fait réduire les impacts des changements climatiques en ville. Ça va être primordial. Et comme ça, sur une petite illustration, ça semble joli, ça semble facile. En pratique, ça va être beaucoup plus compliqué, mais ça va être un des défis pour les villes de s'adapter à ces événements. Et justement, quand on parle de ville éponge, de quoi on parle? Alors, ça englobe plein de choses différentes, hein, mais on a ici une illustration. Hein. Alors, typiquement, si on a des rivières qui passent en ville, la revitalisation, renaturalisation des rivières, c'est un des éléments qui est important. Alors, ça permet non seulement d'avoir des rivières avec, en général, plus d'espace. Alors, en ville, ce n'est pas toujours possible d'élargir, mais si on peut le faire, on va essayer de le faire aussi pour se protéger contre les crues. Ça permet d'avoir plus d'espaces verts qui vont aussi épurer l'eau. Donc d'avoir des zones, par exemple, de roseaux, comme ça, en bordure de rivières qui vont épurer l'eau, donc améliorer aussi la qualité de l'eau. Il peut y avoir, lié à ça, des activités de loisirs, de détente, des passages, justement, de mobilité douce le long des cours d'eau. Donc ça, c'est une des solutions. Il y a tout ce qui est de la gestion aussi des eaux, on va dire, pluviales à l'échelle des bâtiments. Donc on peut penser à des toitures végétalisées qui vont stocker l'eau, qui vont aussi potentiellement réduire la chaleur dans les bâtiments en été, hein, puisqu'on a une couche végétale en toiture avec un effet isolant. On peut aussi gérer, justement, récupérer une partie de ces eaux de pluie et puis les utiliser pour des usages. On n'a pas forcément besoin d'eau potable, hein. On peut imaginer pour les toilettes, pour de l'arrosage, on n'a pas besoin d'avoir de l'eau potable. Donc c'est tous des usages qu'on peut faire avec de l'eau qu'on récupère au niveau du quartier, on va dire. Après, il y a aussi d'autres effets, hein. La possibilité d'avoir plus de végétation, ça va aussi créer des îlots de fraîcheur, hein. On parle souvent d'îlots de chaleur, de température plus élevée en ville, mais si on rajoute de la végétation, on peut aussi réduire la température en ville, avoir des zones où on réinfiltre les eaux, donc on réinfiltre dans la nappe phréatique et donc on préserve en fait les ressources en eau pour l'eau potable. Il y a plein de solutions comme ça qui existent. Maintenant, c'est essayer de trouver en fait les bonnes mesures aux bons endroits. On est dans un environnement qui est bâti, donc on part pas d'une feuille blanche, mais essayer de trouver quelles mesures on peut prendre, puis les appliquer à l'échelle des quartiers pour essayer de s'adapter et puis en fait de vivre au mieux ce futur qui sera plus intense en termes de précipitations et plus chaud. Donc là, c'est vraiment les défis qui nous attendent au niveau de l'eau dans les quartiers et dans les villes à l'avenir. Voilà.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation dans ce lieu magnifique chargé d'histoire. Donc j'ai prévu une photo de 1780 de la ville de Sion qui représente la ville médiévale dans son écrin, entourée des deux châteaux que sont Valère et Tourbillon. Et puis c'était cette photo, faire en parallèle avec la photo actuelle, enfin, c'est une image de Google Earth qui montre en fait l'urbanisation et les problèmes de perméabilité des sols, d'îlots de chaleur, d'évacuation des eaux, ce qui a un impact sur le plan général d'évacuation des eaux qui a été discuté, présenté tout à l'heure par Tristan. La ville de Sion, elle a 6000 ans d'histoire. Elle s'est nichée au pied de ces deux collines pour des raisons stratégiques. Il y a 15-20 000 ans, on avait encore de la glace sur la tête. C'est saisissant parce que dans l'histoire du monde, c'est vraiment une étincelle. Et puis donc les premières voies alpines se sont déneigées, furent accessibles. Donc un axe central en plaine dans une région non inondée, car la ville de Sion est sur un cône d'éjection de la Saône. Et il y avait aussi cette Saône qui traversait la ville de Sion. Cette Saône, elle était aussi multi-usage, comme ça a été dit tout à l'heure. En premier, c'était évidemment pour l'eau potable, et ça servait aussi comme eau d'irrigation, comme eau énergie, et aussi comme égout. Effectivement, c'est assez saisissant. Au début du XXe siècle, il n'y avait plus du tout assez d'eau dans la Saône, c'était tari pour des raisons d'agriculture. Et puis donc la ville de Sion a créé un nouveau bis qui va de la Lienne, du barrage du Zosier, jusque dans la vallée d'Arba, uniquement pour alimenter la Saône. Parce que vous imaginez qu'un canal d'égout qui n'a plus d'eau devient assez redoutable en termes d'odeur et puis de prolifération des maladies. Ce qui a encouragé les Sédunois à aller au Mayen de Sion l'été, et à fuir la puanteur de la ville. On a parlé peut-être avant déjà de ces événements extrêmes, de ces crues éclairs. J'en ai repris 3. La première, c'était en juillet 92. Elle est importante parce qu'elle a permis une prise de conscience par les autorités en fait, de l'impérieuse nécessité de faire quelque chose, parce que tout était de plus en plus perméable, bituminé. Et en fait, on voit que cette expérience de pluviométrie qui était j'ai envie de dire que de 20 mm, qui paraît pas énorme, a provoqué une lave torrentielle. Donc la Saône était sortie de son lit. Et puis des mesures ont été prises. Donc il y a eu la construction d'un dépotoir justement dans la Saône de 25 000 m3. Et puis un rehaussement après, en 2014, qui l'a porté à 35 000 m3. Donc on voit ces fleuves, ces rivières qui traversent les cités, c'est souvent... c'est bien, mais c'est souvent problématique. En 2018, un épisode pluviométrique un peu plus intense, puisqu'on est 50 mm en 40 minutes. Et là, de nouveau, des dégâts estimés à 15 millions de francs. L'avenue de France, qui est une grande avenue complètement noyée, avec un problème du PGE, donc de ce plan général d'évacuation des eaux qui n'a pas fonctionné comme il le devait, parce qu'il a été obstrué. Rebolote en 2019, une année plus tard, donc 33 mm, donc des caves inondées, des millions de dégâts, des rues transformées en rivières. Quand on parle des rivières, les rues, ça peut aussi devenir des fois des rivières. Donc vraiment une prise de conscience, et puis la prise de conscience qu'avec des mesures constructives, on ne peut pas non plus tout régler. Donc on a parlé de l'entonnoir tout à l'heure. Je pense dans les années 90-2000, on était devenu un petit peu un entonnoir. En plus, à Sion, un entonnoir dans le fond de vallée, c'est encore plus parlant. Les mesures prises, donc depuis 2004, on investit massivement dans ce fameux plan général d'évacuation des eaux. Vous voyez, c'est quand même 1,8 million par an en moyenne. On favorise l'infiltration des eaux pluviales. On va y revenir aussi avec cette fameuse ville éponge. Des mesures de rétention des eaux pluviales. Donc ça, c'est tous les toits plats végétalisés, par exemple. Mais c'est aussi pour les routes des fosses de Stockholm, des
des zones d'étang d'infiltration. Et puis un projet acclimatation qui a été mené par le service urbanisme et mobilité de la ville de Sion. Il y a peut-être, avant de parler d'acclimatation et les mesures constructives, donc ici vous voyez le giratoire au sommet du Grand Pont, pour ceux qui connaissent. Il a cette particularité, pourquoi on appelle le Grand Pont à Sion, c'est que sous cette rue coule la Saône. Donc c'était d'abord un petit pont qui s'est agrandi, puis c'est devenu un grand pont. Et actuellement, la rue du Grand Pont est entièrement... la Saône, en dessous de la rue du Grand Pont, est entièrement recouverte. Ce qui a créé un grand espace dans les villes médiévales. À l'époque, les rues étaient très exiguës. Et à Sion, on a la chance d'avoir une rue un peu plus large grâce à ça. Donc l'opportunité, c'était d'avoir cette rivière qui coulait en dessous de la rue. Et donc on a équipé certaines infrastructures, comme on voit ici le giratoire, de profil particulier pour qu'en cas de grande crue et de grandes précipitations, l'eau s'infiltre immédiatement dans la Saône. Aussi le profil des routes, on voit que les routes peuvent aussi devenir des rivières lors des précipitations. Donc on voit que les profils ont été adaptés sur les nouvelles routes pour pouvoir transporter l'eau. Donc c'est aussi quand il y en a vraiment trop, le réseau souterrain ne peut techniquement pas suffire et il s'agit d'utiliser la surface des routes aussi pour permettre de véhiculer cette eau et de transporter cette eau. On a parlé de la ville éponge. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a un petit problème, je n'ai pas le texte. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc la ville éponge, c'est ce principe qui a été expliqué tout à l'heure. C'est plus de bleu et puis moins de gris. Donc vous voyez l'éponge là, on reconnaît vaguement les deux châteaux de Valère et Tourbillon et ce plan acclimatation qui a été lancé par la ville, qui se voulait exemplaire et pour ses propres aménagements, mais ici également de fournir aux citoyens des plans concrets d'aménagement du territoire. Donc là, vous avez un guide de revêtement perméable pour la ville de Sion et des sélections d'expériences et de bonnes pratiques également pratiquées à la ville. Quelques exemples, c'est des fois peut-être plus parlants. Vous aviez le cours Roger Bonvin qui est sur la tranchée couverte de l'autoroute. Donc en termes de perméabilité, on ne peut pas faire grand-chose. Mais on voit qu'avant et après, il y a quand même une végétalisation qui a été installée. Et dans le cas, en l'espèce, tout un système pour permettre la gestion des eaux de ruissellement complète. On parlait des îlots de chaleur, on imagine bien volontiers aussi qu'entre la version de droite ou de gauche, la chaleur ressentie et effective n'est pas du tout la même. La rue des Aubépines, donc ça a été inaugurée l'année passée, donc à gauche la rue, on va dire classique, bordée de voitures tout en bitume, et à droite la rue réaménagée. Avec la particularité, elle dispose d'un petit bis urbain qu'on devine. Qu'on devine. En fait, ce bis urbain réutilise l'eau de deux fontaines un peu plus haut d'écoulement, et puis va alimenter un canal, et puis le bis sillonne le long de la rue, puis ça a un effet très agréable l'été, les enfants y jouent, et c'est un effet rafraîchissant. En termes d'impact de la chaleur et des îlots de chaleur, on note aussi la couleur de l'enrobé bitumineux qui est plutôt blanc, plutôt clair sur les zones pour les piétons, donc qui évite la réverbération puis cet effet d'îlot de chaleur. Donc, on voit il n'y a pas photo, mais c'est vrai que l'enjeu principal pour Sion, c'était de trouver des places de parc pour ces immeubles qui ne disposaient pas de place en suffisance. Mais on voit que les mœurs ont changé, puis on a fait un parking qui est à moitié vide parce que les personnes se sont mises à pied, à vélo ou en trottinette, ce qui est très bien. Un autre projet majeur de la ville, mais je pense que c'est un projet urbain majeur au niveau suisse, c'est ce quartier de Ronco 21. Donc vous reconnaissez
Ah oui, voilà, très bien. Donc, vous reconnaissez les châteaux ici, la voie de chemin de fer, et tout ce quartier-ci, qui fait 60 hectares, est un quartier à moitié industriel. Il y a quelques écoles, mais c'est plutôt un quartier à vocation industrielle, qui comme le Flon, ça a été évoqué tout à l'heure, se recherchait peut-être un nouveau futur. Et puis, le défi, parce qu'on a tous des problèmes de territoire, si on est en fond de vallée, on a peu de terrain à bâtir, c'était d'utiliser le terrain qui était déjà urbanisé pour loger des personnes, loger des écoles. Dans ce quartier, par exemple, de 60 hectares, il y aura environ 5000 personnes qui pourront y vivre à terme. Donc c'est un peu notre réservoir d'habitation. Et je pense que c'est judicieux d'utiliser ces terres qui sont déjà colonisées, plutôt que d'étaler encore dans les vergers et puis de remplir toute la plaine du Rhône. Donc c'est Herzog et de Meuron, des architectes bâlois, qui ont gagné le concours. 60 hectares, et vous voyez au milieu, il y a un cordon boisé qui fait 10 hectares, et qui est aussi alimenté en eau. Alors il n'y a pas vraiment de bise, parce que c'est plutôt plat, il y a la nappe phréatique qui est très haute, mais il y aura quelques lacs et un espace très agréable qui permettra aux personnes d'y vivre dans les meilleures conditions. Quelques images de ce nouveau quartier. Donc là, on voit que les quais aussi sont réaménagés, je vais revenir. Ici à droite, on devine le plan d'eau avec le télécabine, qui avance bien, le projet de télécabine, qui partira de la gare de Sion pour aller à la piste de l'Ours. Le Rhône. On a vu tout à l'heure le film « Merci le Rhône », mais c'était presque provocateur parce que le Rhône, en fait, il a toujours été plutôt mal perçu en vallée. Vous voyez son aspect noir. En plus, il est très froid, vu que quand l'été, c'est surtout des eaux glaciaires et de l'eau de la fonte de neige, donc il est froid, il a du limon, il est peu engageant. En plus, il a été canalisé de manière très rectiligne. Et puis, en fait, le but de Ronco 21, c'est aussi de permettre aux Sédinois de se réapproprier de ce fleuve qui fait peur. Alors, on ne pourra peut-être certainement pas s'y baigner parce que les températures ne seront pas comme à Berne suffisamment agréables, mais déjà peut-être de tremper les pieds quand il fait très chaud. On imagine ici les quais que ça pourrait être, en fait, au bord de ce Rhône. En vallée, certaines personnes très désespérées se disent toujours « je n'ai plus qu'à me jeter au Rhône », donc on voit la connotation que ce fleuve a, et qui est peut-être injuste. C'est aussi un grand potentiel énergétique, comme ça a été dit par Tristan tout à l'heure. On a un réseau de chauffage à distance à Sion, mais on a surtout un réseau de froid à distance, un FAD, qui sera pour tempérer tout ce quartier et qui utilisera le froid de la nappe phréatique, mais également du Rhône. Ce quartier de Ronco 21 s'appuiera sur le label CID. Donc, le label CID, c'est différentes règles qui permettent de doter le quartier de différentes qualités, que ce soit au niveau de la qualité de vie, du climat, évidemment. C'est ce qui nous a surtout séduit, de la biodiversité, de l'économie circulaire. Il y a aussi des aspects culturels et de gouvernance. Ce quartier de Ronco 21, il a été initié, donc maintenant, ça a été mis en quête. Il y a un plan guide, un plan directeur, et c'est un quartier qui se construira sur 20 à 30 ans, en fonction des possibilités, en fonction des investisseurs, en fonction des opportunités de construction. C'est clair que cette image de synthèse que l'on voit là, elle va forcément elle va pas se réaliser telle qu'elle, mais c'est vraiment l'esprit qu'on souhaite donner à ce quartier, et surtout, ce qu'on y tient, c'est cette césure verte de 10 hectares qui traversera les 60 hectares du quartier. Un petit mot sur l'eau de Sion. Donc c'est un sujet qui s'écarte peut-être un tout petit peu, mais vu qu'on parle de la multidimension de l'eau puis de son multi-usage, je pense que c'est important de parler peut-être de notre expérience sédinoise de l'eau de Sion. Donc l'eau de Sion, c'est devenu depuis 15 ou 20 ans une marque. En fait, on s'est rendu compte qu'on a une situation privilégiée à Sion. On a 80% d'eau
qui vient gravitairement à Sion de l'eau de source. 20% on peut prendre dans la nappe, qui a des capacités extraordinaires. On a une consommation trop élevée d'eau par habitant, 400 litres par jour et par habitant. Et puis, on s'est rendu compte que les citoyens n'étaient pas suffisamment conscients de la chance qu'ils avaient de profiter de cette eau en quantité, en qualité, et on a mené différentes campagnes d'information. Et ces campagnes ont payé. Donc ça, c'est la stratégie pragmatique en 5 axes. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il s'agissait d'informer les citoyens, de comprendre l'origine de l'eau, gérer l'approvisionnement, anticiper les changements. Et puis, on a expliqué. Et puis, curieusement, alors on n'a pas parlé trop de scientifique ou de technique tout à l'heure, mais curieusement, de chaque fois qu'on pouvait expliquer des éléments scientifiques aux citoyens, ils en étaient vraiment friands. Donc on a pu leur expliquer ce que c'était des aquifères, que l'eau de Sion venait de 3 types d'aquifères qui sont illustrés ici dans les graphiques: l'aquifère karstique, rive droite, les aquifères poreux, donc la nappe phréatique, on voit une photo du golfe de Sion, et les aquifères fissurés. Et puis, on a expliqué que chaque type de réservoir d'eau potable présente des particularités propres en termes de vulnérabilité de la ressource. Donc, si je prends l'aquifère karstique, donc vous avez ici les risques faibles, c'est quand c'est vert, risque moyen orange, risque élevé rouge. Donc, les aquifères karstiques, ils ont un risque moyen de pénurie. Ils ont très peu de risques de pollution chimique. En revanche, le risque bactériologique est toujours bien présent. C'est pour ça que ces eaux, généralement, sont légèrement chlorées. Il suffit qu'il y ait une dépouille d'un animal qui pourrisse à quelque part, et puis tout le réseau peut être infecté. On voit souvent des épisodes, de tels épisodes dans la presse. Ensuite, il y a la nappe phréatique, qui présente un risque de pénurie très très faible, parce qu'elle a plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, et puis même en cas de sévère sécheresse, en fait, elle ne devrait pas complètement se tarir. Le grand risque de la nappe, c'est la pollution chimique, avec le chlorothalonil. Je crois que tout le plateau suisse, on en est un petit peu victime. Par contre, pas de pollution bactériologique, vu qu'on va prendre l'eau assez profonde. Les bactéries n'y survivent pas. Et puis le dernier, c'était les aquifères figurés. Vous voyez que c'est un équilibre un petit peu plus nuancé. Donc pour un gestionnaire d'eau comme la ville de Sion, le but c'est de mixer. Vous voyez, il n'y a pas une solution. L'eau de source, ça fait peut-être rêver, le côté bucolique, mais on ne peut pas que se baser sur les eaux de source parce qu'elles peuvent être polluées. On ne peut pas se baser non plus que sur l'eau de la nappe, parce que si elle a une pollution chimique, ce n'est pas une ressource pérenne. Donc le but, c'est de mixer, de réfléchir, de dézoomer, puis de réfléchir à plus grande échelle. Et vous voyez une illustration. Ce qu'il faut retenir de cette illustration, c'est qu'on est en train de construire, par exemple, on l'a appelé un peu pompeusement l'aqueduc entre Sion et Sierre, pour pouvoir aider une commune quand l'autre aurait des problèmes d'eau. Peut-être, je vois le temps qui avance, donc je m'arrête peut-être sur ce slide qui est aussi intéressant, parce qu'il s'agit de capter les sources de montagne. Il faut réfléchir à la manière dont elles vont évoluer avec le changement climatique. Ici, c'est des recherches qui ont été conduites par le CRIALP dans le vallon de Réchy. En bleu foncé, vous avez les débits de référence de la Rèche. Et puis en bleu clair, selon les différents scénarios, c'est comment elle devrait évoluer dans le futur. Donc on voit qu'actuellement, le pic d'eau, c'est plutôt au mois de juillet et au mois d'août. On voit que ce pic d'eau, il va s'avancer dans l'année, et que le débit minimal sera toujours plus élevé que le débit actuel. Donc avant de dépenser des millions pour capter ces sources, il faut réfléchir à la façon dont elles vont évoluer, parce qu'il se peut qu'au mois d'avril et de mai, on n'ait de toute façon pas besoin de ressources. Donc ça, c'est des activités qui sont conduites par le CREALP et qui sont très utiles aux gestionnaires d'eau potable. Les activités liées à l'eau, donc il y avait une carafe,
Il y a des cours dans les écoles, il y a des journées d'alimentation, il y a les fêtes de l'eau aussi aux îles, à Sion. Et le résultat de ces 15 ans d'expérience d'eau de Sion, c'est que ça a permis vraiment de changer fondamentalement l'image de l'eau. Avant, c'était une ressource que d'aucuns jugeaient trop calcaire, trop ceci, trop cela. Et maintenant, c'est devenu un bien, une eau minérale, un bien rare, un bien précieux. Les gens en ont pris conscience et puis ça porte vraiment des effets en termes aussi par rapport au gaspillage de l'eau, etc. On avait notamment beaucoup de systèmes de climatisation, etc., qui fonctionnaient à l'eau potable. Donc maintenant, les personnes commencent à comprendre que c'est un mauvais usage de l'eau. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup pour votre attention. Puis au plaisir de vous retrouver. Merci. Merci beaucoup à vous deux pour ces belles présentations. Je vous invite aussi, M. Brochet, à rejoindre la table et peut-être Mme Tanner aussi, si vous le souhaitez. Ça sera peut-être plus simple. Nous avons fait un passionnant voyage historique d'abord sur l'eau en Suisse. C'est vrai que je pense qu'on ne se rendait pas compte, enfin moi je ne me rendais pas compte à quel point en fait on avait eu un rapport à l'eau qui a été compliqué et aussi vectrice de catastrophes, de maladies il n'y a pas si longtemps encore. Et puis un passionnant voyage à Sion, ça nous donne envie de nous balader le long de Bis-Urbain. Et je vous passe maintenant la parole. N'oubliez pas en ligne aussi que vous pouvez poser vos questions. On me fera signe pour que je puisse les transmettre à nos interlocuteurs et interlocutrices. Voilà. Et c'est toujours la première, la plus difficile. Je ne sais pas qui veut se lancer sur l'une ou l'autre de présentation, ou alors si ça a évoqué des choses aussi pour vous par rapport à la ville dans laquelle vous habitez. Merci, bonjour. Merci pour votre présentation, c'est très clair. J'ai juste une toute petite question par rapport, je reviens sur le dernier sujet, donc l'eau potable. Par rapport à ces 15 années d'expérimentation, vous disiez aujourd'hui qu'il y a 400 litres d'eau par jour, par habitant qui sont utilisés. Est-ce qu'avec ces 15 années, vous avez le recul et des chiffres qui montrent qu'il y a une diminution ou en tout cas une corrélation qui pourrait se faire par rapport à ces expérimentations? Merci beaucoup. Non, malheureusement, les chiffres ne nous permettent pas de l'attester. Parce qu'on a aussi des étés de plus en plus chauds, donc il y a énormément d'eau qui est utilisée par les citoyens pour arroser simplement leur jardin, vu qu'il n'y a pas de réseau séparé d'eau. Et c'est saisissant, l'été, non, c'était pas l'été dernier qui était plus ou moins maussade, mais l'été d'avant, on mettait dans le réseau 35 000 mètres cubes d'eau par jour pour une population d'environ aussi 35 000 habitants. Donc ça correspond à 1 mètre cube, 1000 litres d'eau par jour et par personne que l'on mettait dans le réseau. Donc c'est complètement ahurissant. Donc c'est évidemment lié, pas à l'agriculture professionnelle, mais donc peut-être aux personnes qui arrosent plus leur gazon et leur géranium, aux piscines. Par contre, on sent qu'il y a quelque chose que les gens prennent de plus en plus conscience. Mais malheureusement, dans les chiffres, je dirais non. Merci. Merci pour votre présentation. J'aurais une question qui moi me touche personnellement aussi sur la ville d'Yverdon. J'habite tout proche de la Thielle et c'est vrai que je la vois souvent assez chargée, très verte et assez chargée, je pense, en engrais. Du coup, elle prolifère assez en algues, en bactéries. Est-ce qu'il y a une surveillance de la qualité de l'eau qui est faite? Et puis, parce que évidemment, donc ça vient beaucoup de l'épandage des terres agricoles à l'amont. Et est-ce qu'il y a du coup un contrôle qui est fait sur ou alors des choses qui sont en place quand il y a un excès justement d'eutrophisation des eaux ou des choses comme ça en place? Merci pour votre question. Alors oui, le contrôle il est constant.
je ne sais pas combien de fois par jour, mais en tout cas tous les jours. Ce qui est sûr, c'est que l'eau est puisée dans le lac principalement, et puis aussi une autre source, la source du Cosso. Pardon, le micro a des variations. Donc voilà, dans le lac, ben, ça se dilue un peu plus, même si la problématique des... J'arrive toujours la peine à le dire, chlorothalonide. Ouais, hein, voilà. Et ben, on est aussi confronté à ce problème-là, on est en dessus des normes, très clairement. Ça vient aussi de cette agriculture intensive de la plaine de l'Orbe. Mais non, j'aimerais vous rassurer qu'effectivement, les contrôles sont réguliers et puis il n'y a pas de soucis. Donc là, les algues que vous voyez en fait dans la Thièle ou même parfois des fois au bord du lac, je pense que ça a échappé à personne en fait que des fois nos plages sont abondamment recouvertes d'algues. Ça c'est des effets collatéraux, mais c'est maîtrisé en termes de consommation d'eau. Donc voilà. J'espère que ça vous rassure. Oui. Je peux juste peut-être compléter. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu un pic d'apport justement dans les rivières et dans les lacs, on va dire dans les années 70, par là. Et puis, justement, quand on a développé les stations d'épuration, et puis après, on a eu quand même une baisse marquée dans les cours d'eau, en tout cas, et dans les lacs. Donc, on a moins aujourd'hui de nutriments dans les eaux qu'il y a encore 30-40 ans. On n'est pas encore exactement aux objectifs qu'on viserait, mais on y arrive gentiment. Et puis, par exemple, une des mesures qu'on met en place, alors c'est au niveau des épandages, au niveau de l'agricole, mais aussi au niveau des rivières. En fait, maintenant, on a ce qu'on appelle l'espace réservé aux eaux, en fait, qui est une bande qui est censée protéger les cours d'eau en fait, de chaque côté. Et donc, où on va pas épandre de pesticides et comme ça pour protéger les eaux. Donc, il y a vraiment des mesures qui sont prises, on va dire, dans ces 25 dernières années pour encore essayer d'améliorer justement la question de la qualité de l'eau. On va dire que plus on baisse, plus on est proche des normes, plus c'est difficile à s'améliorer, mais on y travaille quand même. Ouais. Bonjour, merci pour les présentations. C'est une question pour la ville de Sion. Concernant les événements catastrophiques que vous avez présentés au début de votre exposé, parce que dans l'ensemble, on sait bien qu'il y a un intérêt, je dirais, vous êtes comptable, vous l'avez dit, je crois, économique à mettre en place des mesures de prévention. On va réduire considérablement les coûts lorsqu'un événement arrive. Donc le bilan économique global, il est bon. Mais après, l'enjeu, c'est qui paye quoi? Parce que en fait, les dégâts, c'est pas les mêmes personnes qui les payent et ceux qui mettent en place les mesures de protection. Des fois, il y a une inégalité. Donc, comment vous avez pris ça en charge dans le cas de la ville de Sion? Oui, effectivement. Donc, de prendre ces mesures, que ce soit de PGE, de perméabilité des sols, ça permet de réduire la facture physique à court terme, et ça permet aussi, je pense, d'amener à long terme des bienfaits qui pourraient être aussi économiques en termes de santé et de maladies pour les citoyens. En Valais, on n'a pas je dirais pas la chance d'avoir un établissement cantonal d'assurance, ce qui est le cas ici, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis, donc, on n'aurait pas, en termes de gestion des dangers naturels, parce que je sais que les CA jouent un rôle très actif, donc nous, on n'a pas cette chance-là. Par contre, les entreprises privées d'assurance subventionnent également des mesures. Par exemple, ça peut être des bornes mobiles que l'on peut déployer lors des cours d'eau, bien sûr les rues, lors d'intempéries majeures. Donc ça peut être payé par les compagnies privées, mais c'est très marginal. Donc tous les coûts, en principe, c'est pour la commune. Le PGE, vous avez vu, c'est 2 millions par an. C'est un projet à 150, 170 millions. Bon, mais chaque fois des petites tranches. Les premières sont toujours les plus efficaces, mais c'est extrêmement onéreux. C'est toujours des travaux très lourds, qui n'ont pas un impact direct sur le bien-être des gens, parce que voilà, ils préfèrent un parc que refaire le PGE, donc c'est logique, je les comprends. Donc c'est la facture, c'est pour la ville. Et puis par contre, les dégâts, c'est aussi souvent pour les privés. Donc
Ouais, mais c'est que la ville qui paye. Il y a une partie qui est payée via les taxes des eaux usées. Donc tout ce qui est dans le compte autofinancé, quand les gens paient leurs taxes de base, il y a une partie qui va aussi pour financer ce réseau de séparatifs pour les eaux claires en fait. J'aimerais rebondir sur le vécu de Sion et sur ces coûts de transformation d'une ville qui sont pas des moindres, qui sont conséquents. Pour parler du cas d'Yverdon, de ce que je vis, c'est vrai que dans les quartiers en planification, comme le quartier que vous avez montré, on prévoit en amont, et c'est le cas dans les futurs quartiers, Garlac notamment, que les Yverdonois connaissent. Il est question de rendre la ville éponge, etc., de construire ou de prévoir directement juste. Par contre, il y a tout le reste de la transformation de la ville qui est déjà urbanisée, qui est compliquée, qui prend du temps et qui coûte excessivement cher. Et en fait, dans les finances communales, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que notre plan des investissements comme des routes à rénover, à rendre plus vertes, ou des bâtiments à rénover, c'est planifié sur 30 ans. Donc on est déjà au-delà de 2050. Et si on veut accélérer le rythme, ça veut dire du coup des finances supplémentaires. Alors soit on coupe ailleurs, la sécurité ou la culture ou que sais-je, ce qui serait dramatique aussi, en tout cas de mon point de vue, sur certains aspects, ou alors on va chercher des finances supérieures qu'on n'a pas actuellement, et c'est là où en fait finalement on tourne en rond dans cette rénovation de la ville pour la rendre éponge. C'est qu'on aura besoin, on doit mettre en question le financement de cette rénovation des villes qui doit provenir d'autres fonds. Des fonds fédéraux, potentiellement, c'est là où je verrai le gros potentiel. Mais voilà, on voit qu'en termes de porte-monnaie communale, on ne peut pas aller plus vite que ce qui est prévu dans nos finances, dans nos planifications. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je rebondis encore. Il y a juste quelque chose que j'ai peut-être oublié de citer, c'est quand on raisonne sur un nouveau quartier, on peut, vu que la densité augmente, on peut demander aux propriétaires des contributions d'équipement. Donc pour les écoles, pour les routes, mais aussi pour toute cette gestion hydrique. Oui. Donc là, ça existe. Pour le quartier de Ronco 21, ça sera le cas. Il y a une ingénierie foncière, puis on peut demander des contributions. On va demander des contributions d'équipement. Le propriétaire, il est de toute façon gagnant parce qu'il a un terrain qui actuellement ne lui permet pas de construire grand-chose. Et puis ensuite, dans le cadre du plan de quartier, son terrain va prendre de la valeur parce qu'il pourra construire plus haut, plus large. Mais il devra passer à la caisse pour contribuer à ces infrastructures. Une ville ne peut pas les payer dans son entièreté. Bonsoir, moi j'ai une question du coup pour la ville d'Yverdon. J'aimerais savoir quelles sont les mesures qui ont déjà été prises pour aller dans ce sens des villes éponges ou celles qui vont être mises en place. J'ai pas la pleine connaissance. Ça touche. Alors, il y a un domaine qui me touche, c'est les nouveaux quartiers, on va dire ça comme ça, et les nouvelles planifications où ce risque-là est pris en compte. Où typiquement il y a un plan de quartier qui vient d'être mis à l'enquête, plan de quartier ancien temps, où les rues sont, j'allais dire poreuses, mais c'est pas le bon mot, mais vous voyez, c'est pas du revêtement bituminé, voilà, les toits, etc. Donc dans toutes les nouvelles planifications, ce point-là est pris en compte, mais il y a encore pas si longtemps c'était pas le cas. Le plan d'affectation Clandy, on peut pas dire qu'il est supra-exemplaire dans ce contexte-là, avec un gros parking souterrain sur tout l'ensemble du site. Donc voilà, mais dans les futurs plans d'affectation, le plan directeur communal qui est en train d'être rénové, et dont la mise à l'enquête aussi, la consultation, va s'ouvrir prochainement. C'est une thématique importante qu'on anticipe. Après, en fait, sur les risques de danger naturel, Yverdon fait partie en fait de tout ce qui est la gestion des eaux, de la correction des eaux de la plaine de l'Orbe. J'ai pas le bon terme, vous m'excuserez.
Mais là, il y a des aménagements qui sont aussi cantonaux, qui sortent de notre juridiction, où tout ce qui est sécurité de danger, de crues, etc. Là, c'est pas que ça nous dépasse, on fait partie, mais du coup, les financements sont aussi différents et pris dans des planifications cantonales. Voilà, est-ce que j'ai répondu pleinement à votre question? J'espère. Merci. Et puis j'ai une deuxième question peut-être pour les trois intervenants. En fait, aujourd'hui, pour une intervention plus sur les parcelles privées, quels sont les axes possibles, par exemple en termes légaux ou de subventions? Je ne sais pas ce que vous voyez dans cet ordre d'idées. Oui, alors peut-être à Sion, il y a déjà un peu l'exemplarité. Donc c'est déjà que les projets publics doivent revêtir certaines caractéristiques vertueuses. On parle de la perméabilité, plus de vert, moins de gris. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi l'appui technique des services, parce que les personnes sont souvent démunies, donc elles ne savent pas comment s'y prendre. On va arracher nos haies du tuya, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on conseille, il y a des chefs jardiniers qui conseillent aussi les privés, il y a toute cette documentation. Puis après, bien sûr, ce qui compte, c'est les aides financières. Et donc là, pour les toitures végétalisées, les façades végétalisées, pour replanter des haies vives, il y a des aides qui sont pécuniaires de la part de la ville. Il y a aussi peut-être, ça, je crois que vous l'avez aussi, un règlement sur les arbres, parce qu'on voit que ça joue tellement de rôle en termes d'îlots de chaleur, puis en termes de biodiversité, qu'on a mis un règlement qui interdit dans certaines zones de couper les arbres de plus de 50 cm, je crois. Donc il faut des autorisations communales. Je pense qu'on est toujours de plus en plus nombreux, donc on est obligé de mettre des règles un petit peu strictes. Oui, c'est la même chose chez nous. Donc les mêmes subventions en fait à des toits plats végétalisés, façades végétalisées aussi. Ça peut être aussi sur des annexes, des garages, des choses comme ça. Donc pour aider les propriétaires privés, notamment lors de rénovation ou de construction, d'aller vers ce type de construction. Ça c'est pour la carotte. Pour le bâton, typiquement, nous on est en train de réviser notre... je ne sais pas si vous êtes familière avec les documents de planification, mais donc on met en consultation notre plan directeur communal, mais parallèlement à ça, comme le règlement du plan directeur communal va prendre encore un petit moment, on va d'ores et déjà changer quelques articles pour ne pas perdre encore trop de temps, même s'il s'agirait que de 2 ou 3 ans, mais avant le PACOM. On va rénover quelques articles pour contraindre les propriétaires privés qui font des rénovations ou des constructions d'avoir plus de surface verte sur leurs parcelles notamment. Ça, c'est un exemple qui me vient en tête. Et puis d'ores et déjà, en fait, pour les questions des arbres, maintenant on impose que les arbres soient sur une liste, on a une liste des arbres qui vont survivre au réchauffement climatique. Pour planter juste directement. Ça, c'est quelques exemples qui me viennent en tête. Mais voilà, ça se passe sur la base réglementaire, où petit à petit, sur les quelques articles, on va essayer d'être plus directif, et puis le futur PACOM aussi. Ouais. Heureusement qu'on est 2 politiques, parce qu'on se complète bien. On a encore peut-être une idée. En fait, il y a dans beaucoup de règlements sur les eaux usées, si vous ne rejetez pas vos eaux, donc les eaux claires, donc dans les chenaux, etc., dans les égouts, vous avez des rabais. Donc ces toitures végétalisées, ça aide aussi à avoir un rabais. Donc on parlait là, on est plutôt toujours dans la carotte, mais ça c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent. Je ne connais pas la législation ici, mais non, on est en train d'y passer. Je pense qu'en effet, donc ça c'est une incitation qui existe au niveau des communes. Et puis tu parlais de l'ECA avant. L'ECA fait aussi beaucoup pour, en fait, quand il y a du ruissellement, souvent, des orages et comme ça, les dégâts, en fait, ils sont... Voilà, quand il y a 10-20 cm d'eau, en fait, si on arrive à empêcher cette eau de rentrer dans les bâtiments,
on peut réduire fortement les dégâts. Hein. Dans les caves, maintenant, il y a des pompes à chaleur, il y a des congélateurs et comme ça. Donc, avec des mesures très simples et assez bon marché, en fait, on peut réduire drastiquement les dégâts. Donc là, il y a aussi des mesures qui sont prises, par exemple, par les établissements cantonaux d'assurance à ce niveau-là. Merci pour vos réponses. Merci. D'autres questions dans la salle ? Bonsoir, merci pour vos interventions. Moi, c'est plutôt une remarque d'ordre général. On voit que maintenant, les cours d'eau dans les villes et les villages, ils ont de moins en moins de place. Et même si on a mis en place cet espace réservé aux eaux, en fait, il ne reste pas beaucoup de place pour leur donner un peu plus de liberté et puis pour en fait éponger ces crues éclairs. Et c'est vrai qu'on voit qu'on est quand même limité, même s'il y a ces villes éponges, ces zones qu'on essaye de désimperméabiliser, tant qu'on ne laisse pas une place suffisante et qu'on continue à construire dans des zones qui sont dites inondables, etc. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et il faut aussi réussir à donner un élan, avoir le courage de poser des lignes fermes et puis de laisser de la place suffisante aux cours d'eau. Oui, alors tout à fait. Dans le film, c'est parlant. Vous avez vu, c'est en juin dernier en Valais, les crues du Rhône. C'est l'exemple typique, c'est-à-dire qu'on a voulu gagner des terres agricoles ou des terres urbanisées, et puis le Rhône n'a absolument pas suffisamment de place. Il y avait un projet, le projet de Rhône 3, troisième correction du Rhône, qui est très difficilement, on peut très difficilement le mettre en œuvre parce qu'il y a trop d'enjeux après économiques. Il y a les lobbies des agriculteurs, les lobbies économiques. Puis on voit que c'est là où le bas blesse. Par contre, je dirais qu'actuellement, la tendance, c'est quand même de redonner plus de place. On est en train de corriger un peu le passé. En tout cas, ce qu'on fait dans les villes, tous les canaux, on leur donne plus de place. Le Rhône, on espère quand même qu'il va en prendre davantage. Mais voilà, un peu de mal est fait. Merci. Nous avons reçu une question en ligne. Donc, il dit déjà merci pour votre présentation. Et c'est une question pour Yverdon. Après le Mujon, est-il prévu que les embouchures d'autres canaux yverdonois soient renaturalisées ces prochaines années? Si oui, lesquelles? Alors oui, il y a aussi le nom, le Buron est en train va être rénové aussi, donc la rivière aussi qui est vers la plage. L'embouchure à ce niveau-là va aussi être revitalisée. Ça, c'est ce qui est prévu tout prochainement. Et puis, je réfléchis pour les autres embouchures de rivières, pas encore à ma connaissance. Par contre, il est prévu le Mujon aussi plus en amont, aval, enfin bref, plus loin, dans la plaine. Vous êtes sympa. Là aussi, on va revitaliser du côté plus d'Y Park, jusque vers l'école de la Passerelle. Donc oui, donc là, du coup aussi, c'est prévu de revitaliser. Voilà, mais on fait par tronçon aussi. Le canton aide financièrement pour les revitalisations aussi. Donc là, voilà. Après, c'est vrai que c'est aussi une capacité d'absorber aussi au terme des équipes pour petit à petit revitaliser. Voilà. C'est des gros projets en termes humains aussi. Donc on fait par étapes. Voilà. Merci. Bonsoir, merci pour vos interventions. J'aurais toujours une question pour la ville d'Yverdon. Par rapport à la Thièle et le côté récréatif, donc, on a vu des images de personnes qui se baignent dans l'art et dans les villes. À Yverdon, j'en vois pas beaucoup. Personnellement, je n'y mettrai pas à l'heure actuelle. Mais est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'il y a une vision à l'avenir de rendre la Thièle en fait, accessible au niveau de la baignade? Non, c'est pas prévu, on va être très franc. Mais c'est pas l'envie qui manque. On aimerait bien d'ailleurs faire des projets pour se réapproprier un peu plus cette Thièle, un peu à la méthode, dans cette vision de ces villes suisses alémaniques. Très très clairement,
il y a un très grand intérêt. À la ville, certains disent qu'on est un peu une ville vénitienne, comme ça, où on pourrait être beaucoup plus en lien et de se glisser au fil de l'eau par différents modes. Mais là aussi, ça prend des finances pour l'aménagement, etc. Et puis aussi en termes de personnel. Donc ouais, on est sur plein d'autres projets qui font que cette vision-là, même si on la souhaite, elle sera inscrite quelque part dans le plan directeur communal. C'est une vision qu'on a. Mais là, pour l'instant, à court et moyen terme, c'est malheureusement pas une priorité, même si on aimerait bien. Mais c'est vrai que si je parle que du côté planification, on a à peu près 13 plans de quartier avec des questions de densification fines à régler, des questions aussi de transport, où en fait on est une ville qui est beaucoup tournée vers la voiture et dont il faut faire petit à petit un changement. Enfin, on est en plein débat actuellement, mais voilà. Mais bref, du coup, il y a des enjeux en amont qu'on doit régler pour ensuite, j'espère, se tourner vers ces questions-là. Ouais. Et puis, si j'ose, il y a les enjeux aussi sécuritaires. Quand vous ouvrez des nouvelles zones de baignade, c'est devenu très très compliqué au niveau sécuritaire, parce que si c'est en libre accès, quand ça existe déjà, ma foi, ça existe, même si des fois il y a quelques accidents, mais d'ouvrir de nouvelles zones pour la baignade, je pense que ça doit être surveillé. Je ne sais pas, en tout cas chez nous, c'est très compliqué. Oui. Bonsoir et merci pour vos présentations. Avant, il existait des gens qui se baignaient vers la matelote et la grue. Il y avait même un grand plongeoir, mais ça a été enlevé parce que c'est beaucoup trop dangereux de s'amuser dans la Thièle quand il y a les bateaux de la compagnie de navigation. Ils broient des gens et c'est horrible. Donc, on ne peut pas aller en aval du débarcadère. Il faut voir si on peut aller nager devant la coop. Ça, je ne sais pas. Vous broyez les gens. Il y a une question ici. Bonjour, peut-être une question pour le professeur. Sur les 2 kilomètres à peu près de rive lacustre arrivent tous ces cours d'eau. Il y a la Brine, il y a le Mujon, il y a le Buron, il y a la Thièle avec tous ces 3 affluents, l'Orbe, le Talent et le Nozon. Et tout ça représente l'arrivée de manière très concentrée territorialement d'un grand bassin hydrographique. Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques à ce passage, à cette arrivée comme ça concentrée sur ces 2 kilomètres de rive d'un bassin hydrographique de cette taille, des enjeux qui peuvent être de tous ordres? Juste, vous dites au niveau du lac, des enjeux. C'est simplement le fait que des eaux arrivent d'une très grande surface territoriale, en fait, arrivent et se traversent la ville, en fait. Que ce soit au niveau du lac ou au niveau de la ville et de ses cours d'eau, en fait. Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques par rapport à ça? C'est clair que les premiers enjeux, c'est au niveau sécuritaire. Et puis, c'est un peu ce qu'on a vu en Valais, ce qu'on voit avec toutes ces grandes corrections qui ont été faites, en fait, c'est qu'on n'a pas laissé assez de place. Et puis, du coup, souvent, ça ne suffit pas, en fait, pour laisser passer les crues. Et puis, ça, c'est le premier enjeu, c'est que les canaux au travers d'Yverdon, potentiellement, s'ils n'ont pas la capacité, en termes de débit suffisante, ça peut inonder la ville et puis engendrer des dégâts qui sont importants. Après, en termes peut-être qualitatifs, il y a la question justement de l'agriculture. On est dans une région où il y a quand même beaucoup d'agriculture. Donc là, il y a des questions de pollution. Là, je dirais qu'on est plutôt en Suisse, on a plutôt de la chance à ce niveau-là. Mais il y a encore des efforts à faire quand même, des mesures à prendre encore. Donc voilà, je dirais que c'est les 2 plus gros enjeux que je vois. Après, l'avantage aussi, c'est que les 3 lacs sont régulés, donc au niveau des crues et tout, il y a quand même une marge de manœuvre. Ce n'est pas toujours le cas. Là, on a une chance de pouvoir potentiellement abaisser les niveaux
Alors ça se fait pas en une heure, hein, mais on peut abaisser les niveaux des lacs si jamais. Donc il y a une certaine sécurité. C'est aussi pour ça que ces grands travaux ils ont été faits au 19e siècle. Hein. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup moins de crues en Suisse que ce qu'on avait il y a 200 ans, quoi. Il reste la place pour une dernière question. Il y a une main qui s'était levée tout à l'heure. Ouais. Moi, j'avais une question un peu plus triviale. J'ai entendu récemment qu'on conseillait dans les chemins de randonnée aux montagnes aux gens de s'éloigner des cours d'eau pour uriner parce que ça pollue. Alors, qu'en est-il dans les villes, comme la ville d'Yverdon, on n'a quasiment plus de toilettes publiques, ou dans le long, à la plage, il n'y a pas de toilettes en hiver, etc. Donc, les gens font évidemment pipi partout, surtout les enfants autour des places de jeu. Est-ce qu'on a évalué l'impact de la pollution sur nos cours d'eau ? Bon, je rebondirai sur ce que je disais à monsieur tout à l'heure sur la qualité des eaux. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'eau du robinet est constamment suivie de près pour voir s'il y a des pollutions en tout genre ou en souillure, etc., en matière fécale. Donc, qu'elles proviennent de l'agriculture, du bétail dans la plaine ou de pipi dans les parcs. Mais du coup, c'est suivi, ces questions-là. Je pense à un truc quand vous posiez votre question sur la question des toilettes publiques et de l'accessibilité à l'eau, qui devient, je rebondirai sur l'accessibilité à l'eau, qui devient un enjeu très clairement. Alors le fait de pouvoir avoir des lieux d'aisance dans l'espace public, c'est un enjeu, c'est évident. D'ailleurs, sur la plage, l'idée est je fais une parenthèse, vous l'avez mentionné, l'idée c'est justement d'équiper les futurs édicules de la plage pour pouvoir les ouvrir en hiver, puis actuellement ils sont on aimerait bien que ça soit hors gel, c'est pour ça que c'est fermé en hiver. Mais l'idée c'est bien évidemment de les mettre à disposition du public même en hiver. Il y a un usage 4 saisons de notre plage, donc on doit s'y adapter. Bien évidemment. Mais l'autre enjeu, ce que je voulais dire, c'était en marge des toilettes, c'est l'eau. C'est des fontaines, etc. On avait une belle tradition à Yverdon. On a d'ailleurs toujours un fontainier qui s'occupe des fontaines. Mais plus que jamais, on doit maintenant... Et j'ai vu dans votre présentation justement des points d'eau dans chaque cours d'école typiquement. Donc nous, c'est quelque chose qu'on essaie de planifier, ces points d'eau, pour ne pas avoir des quartiers dans une zone rouge où il n'y a pas de possibilité à X mètres de pouvoir trouver un point d'eau libre pour pouvoir épancher sa soif, parce que ça va devenir clairement une thématique, cette accessibilité-là, surtout pour les personnes âgées, de trouver de l'eau. À tout moment et d'être promouvoir véritablement. Ouais. Un grand merci. Je pense qu'en fait, on va passer à un moment un peu plus informel. Donc, je pense que si vous avez d'autres questions encore, ce sera possible de les poser à nos intervenants devant un verre juste à côté là. Donc, vous êtes les bienvenus pour rester encore un moment. Moi, j'ai envie de remercier vraiment tout le monde pour ce moment d'échange très très intéressant. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps sur cette belle thématique qui est l'eau. Et du coup, poursuivons la soirée de l'autre côté. Je vous remercie. Merci beaucoup à la ville d'Yverdon aussi pour l'organisation de ces soirées avec l'HEIG et du coup le courrier. Et voilà, je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous. Merci.